Un gynéco à votre écoute, une émission présentée par Joseph Lévy. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, peut-être messieurs, on ne sait jamais. Nous allons aujourd'hui nous entretenir des fibromes utérins et des pathologies annexes qu'on appelle les polypes ou l'adénomyose utérine. Alors les fibromes utérins, qu'est-ce que c'est? Ce sont des boules de muscles utérins qui se développent aux dépens de l'utérus. Je vous rappelle que l'utérus est un muscle et parmi les tuniques essentielles, il y a une forte épaisseur de fibres musculaires lisses qu'on appelle le myomètre. C'est ça qui permet à l'utérus de se contracter pendant un accouchement par exemple. Les fibromes utérins, qu'on appelle parfois les fibromyomes ou les myomes tout simplement, ce sont donc des tumeurs bénignes. Elles concernent quand même près de 20 à 30% des femmes. Et plus on cherche, plus on trouve là ici aussi, parfois asymptomatiques et parfois responsables d'une symptomatologie qui fait penser à l'existence d'un fibrome sous-jacent. Ils sont souvent découverts après 35 ans, mais ils sont parfois découverts au cours d'une grossesse et parfois leur siège en bas de l'utérus peut être un handicap pour un accouchement par la présence de cette masse qui bloque le bas-fond du pelvis. On appelle ça un fibrome prévia, gênant l'avancée du mobile fœtal. On ne sait pas pourquoi l'utérus se met à fabriquer ces boules, qui sont des boules de fibres musculaires, fibromes. Cette pathologie augmente avec l'âge. Parfois, je vous l'ai dit pendant une grossesse, pouvant menacer l'accouchement. On peut en avoir un ou plusieurs de 1 cm de diamètre à parfois celle d'une énorme boule. Et l'on fait des comparaisons agricoles, un fibrome gros comme une orange, gros comme un pamplemousse, voire même comme un melon. Il m'est arrivé d'entendre ça. Il peut gêner la conception d'une grossesse et il peut gêner l'accouchement. Ils sont différents selon leur siège, leur localisation dans l'utérus. Ils sont souvent hémorragiques, mais indolores, ou alors, quand c'est douloureux, c'est qu'il y a une complication. Dans l'épaisseur du muscle, on dit que ce sont des fibromes interstitiels ou intramuraux. Quand ils sont sous la muqueuse utérine, sous l'endomètre, ils bombent dans la cavité utérine, entraînant des saignements, parfois douloureux, et surtout ils entraînent des anémies. Parfois ils sont sous l'enveloppe péritonéale, sous la séreuse péritonéale. Ils se développent vers l'extérieur, dans la cavité abdominale. Ils sont parfois pédiculés, comme une tige, comme une espèce de petit pied, comme une cerise par exemple, avec une tige. Ils sont retenus à l'utérus. Quels sont les signes cliniques d'un fibrome? Quand doit-on y penser? Sa conduite patiente vient consulter et parle de règles hémorragiques. Ce sont des règles plus abondantes et plus longues que d'habitude, qui s'accompagnent parfois de caillots, alors que je vous rappelle, le sang des règles est incoagulable. On appelle ça des ménorrhagies. Ces règles abondantes, au fur et à mesure, épuisent le corps féminin et diminuent la masse sanguine et diminuent le nombre de globules rouges. C'est une anémie. Et si l'on fait une prise de sang, on voit que le nombre de globules rouges est assez bas et que le dosage du fer sérique, du fer dans le sang, est bas. Donc il faut toujours associer une correction de cette anémie fériprive. Selon leur siège et leur volume, ils peuvent gêner
les organes pelviens sous-jacents, comprimant ces organes. En avant, il comprime la vessie avec des signes urinaires, envie fréquente d'uriner, ce qu'on appelle la polachyurie, avec parfois un retentissement quand ils sont très importants en volume. Il faut parfois faire une exploration des reins, par échographie, éventuellement par échographie, pour voir s'il n'y a pas un retentissement rénal, décompression de ces gros fibromes dans le pelvis. Quand ils se développent en arrière, ils appuient sur le rectum, avec une impression de pesanteur dans le petit bassin. Et enfin, en haut et un peu partout, ils peuvent comprimer un peu le sigmoïde, les anses digestives, etc., tous les intestins, entraînant une constipation. Le volume, je vous l'ai dit, il est variable, de centaines de grammes, parfois un gros ballon de rugby. Ils sont toujours bénins quand on les enlève et qu'on les fait analyser. On ne les traite bien sûr que s'ils gênent la femme qui s'en plaint chez qui on le découvre. L'examen clinique peut parfois ressentir un utérus augmenté de volume par rapport à l'âge, et c'est l'échographie qui fait le diagnostic, l'échographie pelvienne. Parfois, c'est la pratique d'une hystérographie, c'est-à-dire une radiographie de la cavité utérine qui met en évidence ces fibromes qui sont pédiculés et qui sont prisonniers dans la cavité utérine. Quel est le traitement de ces fibromes? Il y a un traitement médical, il existe un traitement chirurgical. Il n'y a pas de traitement spécifique des fibromes. Comme la cause du fibrome est inconnue, on ne traite que la symptomatologie qui en découle. Pour diminuer les ménorrhagies, c'est-à-dire les règles hémorragiques abondantes et plus longues que d'habitude, pouvant entraîner, je vous l'ai dit, une anémie fériprive, on dispose de progestatifs, c'est-à-dire de la progestérone, qui est donnée soit en deuxième partie du cycle, soit dès le 5e ou 10e jour du cycle. Tous ces dérivés progestatifs sont connus des médecins. Ils entraînent une atrophie de la muqueuse utérine, une stabilisation, peut-être une régression de la taille des fibromes, mais ce n'est pas sûr. Enfin, c'est une stabilisation de la situation. On donne aussi des traitements hémostatiques pour diminuer le flux menstruel et le traitement de l'anémie. Il y a un traitement médico-radiologique qui est réalisé par des radiologues rompus à cette méthode. C'est l'embolisation des artères utérines nourricières du fibrome. On introduit à la racine de la cuisse, par voie artérielle, un cathéter qui va jusqu'aux artères utérines nourricières du fibrome et l'on injecte des produits qui étaient aux dernières nouvelles des billes de polystyrène qui obturent l'artère en cause, qui fait rétrécir le fibrome et qui diminue le saignement. Le risque de récidive est faible, mais il est quand même de 20%, pouvant amener à la troisième technique que je vous expose maintenant, c'est le traitement chirurgical. L'avis des patientes est important sur la décision à prendre vis-à-vis d'un fibrome. Cela va bien sûr dépendre de la symptomatologie, douloureuse, hémorragique, anémique. Cela va dépendre du désir de grossesse, existence d'avortement spontané que l'on peut éventuellement rapporter à la présence d'un fibrome qui diminue la surface disponible à un œuf fécondé pour s'implanter dans la cavité utérine. Bref, plusieurs éléments interviennent et c'est d'une discussion face à face avec la patiente que la décision pourrait être prise de faire un traitement chirurgical. On dispose de plusieurs gestes. La myomectomie, c'est l'ablation toute simple du fibrome que l'on enlève s'il est important. Cela se fait
soit à ventre ouvert, c'est-à-dire on incise et on va diagnostiquer le fibrome, mais la celluliochirurgie est une technique qui permet d'extraire le fibrome, puisque le fibrome est dans une capsule. On peut donc le disséquer facilement par celluloscopie et l'enlever ensuite, soit en le morcelant, soit intact. Cela dépend bien sûr du volume de ce myome que l'on enlève. Donc, la myomectomie. Quand ils sont de siège sous-muqueux, c'est-à-dire quand ils sont sous la muqueuse et qu'ils diminuent la surface disponible dans la cavité utérine, on peut proposer une hystérorésection. Cette hystérorésection, c'est l'introduction d'un hystéroscope dans la cavité utérine et sous un lavage permanent de la cavité utérine avec un liquide adapté. On réalise avec un instrument qui est adapté à l'hystéroscope. Grâce à une anse diathermique, on fait enlever ce fibrome par copeaux successifs jusqu'à ablation complète du fibrome. Et en fin d'intervention, un curetage simple, une aspiration de la cavité permet de recueillir ces copeaux pour les donner analysés. Comme dans la myomectomie bien sûr, après myomectomie unique ou multiple ou par hystérorésection, les débris recueillis sont donnés à l'anatomopathologiste pour analyse, bien sûr. L'hystérectomie. L'hystérectomie totale le plus souvent, plutôt que subtotale, qui garde le col de l'utérus. Si les fibromes sont trop nombreux, bien sûr, on ne peut pas faire de myomectomie multiple sans avoir un utérus qui ne ressemble plus à rien après et qui est source d'ennui. Ou s'il est trop gros, on peut proposer l'ablation de l'utérus contenant ces fibromes ou le seul fibrome qui gêne la vie de tous les jours. Cette hystérectomie peut se faire par voie vaginale si la patiente a eu suffisamment d'accouchements et des voies génitales faciles pour extraire le fibrome, ou par voie haute, par une incision pelvienne, on appelle le Pfannenstiel, au-dessus ou dans les poils pubiens, où l'on fait parfois une préparation de cette hystérectomie par celluloscopie. La celluliochirurgie permet de faire les gestes essentiels d'isolation de l'utérus par rapport au vaisseau nourricier, et ensuite l'utérus peut être évacué par la voie vaginale. Est-ce qu'on conserve les ovaires lors de cette hystérectomie? Eh bien, cela va dépendre de l'âge, bien sûr, et si on est autour de la cinquantaine ou 55 ans, c'est inutile de garder les ovaires puisqu'ils ne vont pas tarder à s'arrêter après l'intervention. Nous continuons dans notre lancée de l'endométriose pour vous parler d'une pathologie à part que l'on appelle l'adénomyose. Qu'est-ce que c'est? C'est une entité à part de l'endométriose. C'est une invasion bénigne de l'intérieur du muscle utérin, qu'on appelle le myomètre, je vous le rappelle. Bénigne, mais franchement pénible, dont la fréquence touche les femmes de 40 à 50 ans et plutôt les multipares. Explication. La muqueuse utérine fait des îlots à l'intérieur du muscle utérin en le creusant de cavités plus ou moins douloureuses, et ces cavités, bien sûr, se remplissent de sang, augmentent comme l'endométriose et deviennent douloureuses. Quand pense-t-on à l'adénomyose? Parfois on n'y pense pas, et c'est uniquement à l'analyse de la pièce opératoire ou à ventre ouvert que l'on fait le diagnostic. Parfois, l'attention peut être appelée par des ménorrhagies. Les ménorrhagies, je vous rappelle, sont des règles plus abondantes et plus longues, et sont des règles qui s'accompagnent de douleurs dans le ventre. Et ces douleurs persistent après la période menstruelle, bien sûr. À noter, chose importante, que cette adénomyose disparaît après la ménopause.
Donc, parfois, il est important d'attendre pour ne pas infliger une intervention chirurgicale inutile quand on est en période périménopausique. On fait attendre avec quel traitement? Le traitement médical, il repose sur le blocage des cycles menstruels par des traitements hormonaux, plus ou moins associés à des anti-inflammatoires. Bref, c'est comme l'endométriose. Ça arrête les règles et c'est surtout très efficace sur les règles douloureuses, la dysménorrhée. Comme pour l'endométriose, cette adénomiose peut se traiter par un stérilet aux hormones, Progestat ou par une chirurgie qui est un traitement de référence si on a un échec des traitements médicaux ou du stérilet aux hormones. L'hystérorésection, je viens de vous en parler. Et le traitement de référence après l'hystérorésection qui permet d'enlever toutes les lésions d'adénomiose, c'est l'hystérectomie. Cette hystérectomie s'impose que secondairement parfois, après de multiples essais médicaux. Par plusieurs îlots d'adénomiose dans l'utérus et on peut traiter ponctuellement une lésion isolée dans l'utérus quand c'est disséminé. C'est la solution radicale, celle qui met fin à tous les soucis. Bien sûr, cela demande une discussion avec la patiente pour connaître les modalités de cette intervention et les suites à donner. Elle se fait avec ou sans suppression des ovaires. Elle peut être parfois associée à une autre chirurgie que l'on rencontre à cette époque. C'est une chirurgie de l'incontinence urinaire d'effort et l'on peut être amené à associer une chirurgie de fronde du col vésical à cette hystérectomie qui peut être totale ou subtotale. Voilà, j'espère avoir été complet. Je vais vous parler maintenant d'un autre chapitre que l'on appelle les polypes utérins. Que sont les polypes utérins? Ce sont des proliférations de l'endomètre, de la muqueuse utérine uniquement. Ces petites excroissances se développent sur la muqueuse de certains viscères. En gynécologie, bien sûr, c'est dans l'utérus, mais on peut avoir des polypes dans l'intestin. On les voit lors des coloscopies et les gastroentérologues les enlèvent à ce moment-là et les font analyser, bien sûr. On peut les voir aussi dans la vessie. Et c'est par cystoscopie que l'urologue les enlève. Se manifeste aussi par des saignements, comme les polypes digestifs. Le signe d'appel, ce sont toujours des saignements. Quelles sont les tailles de ces polypes? Eh bien, cette taille varie là encore, avec des comparaisons agricoles, de la taille d'une noisette, d'un petit pois, une fève, etc. Parfois, il apparaît lors de l'examen gynécologique de manière impromptue ou parce qu'il y a des signes de saignement qui font appel. Quand on installe la patiente en position gynécologique et qu'on introduit un spéculum, on aperçoit dans le col, au niveau de l'orifice externe du col utérin, une petite boule rouge framboisée qui peut saignoter ou pas saignoter et qui est un polype accouché par le col. Là, le diagnostic est facile et le traitement aussi. Aussitôt, grâce à une pince spéciale, le gynécologue attrape ce polype et tourne ce polype sur son axe pour briser le pédicule qui le prolonge en haut et le polype est recueilli immédiatement sans anesthésie et il est analysé, envoyé au laboratoire d'anatomopathologie. Parfois, ces polypes sont suspectés devant les signes d'appel dont je vous ai parlé, les ménométrorragies, par les échographies pelviennes, ou parfois nécessitant, pour plus d'explications, une IRM. L'hystérorésection est le traitement chirurgical de ces polypes qui pendent dans la cavité utérine.
Là, l'hystérosection, je vous l'ai dit, déjà je vous en ai parlé, cela se fait sous anesthésie générale, au bloc opératoire. La cavité, je vous rappelle, la cavité est gonflée avec un liquide qui permet d'écarter les parois de la cavité utérine. Et grâce à un instrument qu'on appelle l'hystérorécepteur, qui comporte une anse électrique au bout, on peut resséquer ces polypes qui sont ensuite recueillis pour analyse. Ils sont toujours bénins, mais il faut toujours les faire analyser. Je vous remercie de votre écoute et à la semaine prochaine. Un gynéco à votre écoute, une émission présentée par Joseph Lévy.